Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officers. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue. Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Génération Show. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gilles André. Bonjour Gilles. Bonjour Julie. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Gilles, tu es coach, consultant et conférencier sur notre sujet passionnant du bien-être au travail. Tu es aussi auteur du guide 100 bonnes pratiques pour le bien-être au travail qu'on peut retrouver sur ton site internet gilesandré.fr. Tu es aussi un membre actif de la Fabrique Spinoza dont je parle régulièrement, qui est le mouvement du bonheur citoyen en France. Et donc, ton objectif, c'est de sensibiliser, de former au plus grand nombre les personnes autour de ce sujet du bien-être au travail. Alors, merci beaucoup Gilles d'être avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Et ma première question, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui ? Parce que tu me l'as proposé. Pourquoi je réponds à tes questions ? Parce que tu me l'as gentiment proposé, Julie. Merci à toi pour cette belle présentation que je réécouterai. Je trouve que tu as bien présenté mon cheminement. Ce que je peux peut-être ajouter pour marquer mon itinéraire, c'est que j'ai 55 ans avec une vie professionnelle assez bien remplie. Et ce qui m'a amené au bien-être au travail, c'est le fait d'avoir rencontré des intervenants, des spécialistes de ces questions de la qualité de vie au travail et du bien-être au travail, et que ces gens-là m'ont tout doucement fait me rendre compte qu'il était plus important d'être bien avec ses collègues de travail et ses relations de travail plutôt que d'avoir des résultats en chiffres ou en litres ou en kilos. Qu'il était plus important d'avoir des liens plutôt que des biens. J'aime bien cette formulation, donner plus d'importance aux liens qu'aux biens. Et une des études d'ailleurs que nous partageons tous les deux à la Fabrique Spinoza avec ce réseau fantastique, c'est justement le fait que une des plus grandes études qui n'ait jamais été réalisée dans le domaine des sciences humaines, c'est que le plus important dans la qualité de vie au travail ou pour le bonheur au travail, c'est justement la qualité des relations que l'on a avec les autres. Donc ma priorité de vie maintenant, pour moi, et ce que j'adore partager, c'est justement de redonner de la place d'abord et avant tout aux relations humaines. Quand celles-ci sont agréables, eh bien on tente toujours à avoir de meilleurs résultats professionnels. Et alors, si tu devais donner une définition du bien-être au travail, ça serait quoi ? Oula, je ne sais pas s'il y a une définition académique définitive. Je pense même qu'il n'y en a pas, pour une bonne et simple raison, c'est que on est tous différents sur Terre, on a tous des ADN différents, donc un cerveau différent, composé de neurones différentes, et donc on a tous une définition différente. Alors au-delà du débat entre bien-être au travail, bonheur au travail, et pourquoi pas maintenant plaisir au travail, ce en quoi je crois, je suis plus réservé sur ceux qui commencent à parler d'enchantement au travail. Ça me semble un petit peu ambitieux. J'aime bien, moi, quand je dois rentrer dans ce débat-là, donner une image qu'un des intervenants à une des journées professionnelles sur cette thématique de la QVT que j'ai organisée il y a quelques années à Toulouse avait donné, qui est de dire que le bonheur, c'est... alors, j'espère que ça va le faire sourire autant qu'à moi. C'est comme une savonnette. C'est-à-dire que une savonnette mouillée, quand on veut la tenir dans sa main, faut pas appuyer trop fort. Dès qu'on veut vraiment la garder, la saisir, elle s'en va. L'image plus raisonnable, c'est celle du sommeil en fait. C'est si on se couche en se disant ça y est, maintenant je m'allonge et je veux vraiment dormir, en général ça vient pas. Tu dors pas. Il faut se mettre dans des dispositions où le sommeil va lui-même décider de venir. Et cette notion de bien-être ou de bonheur au travail, je crois qu'elle est assez comparable. C'est-à-dire que il faut travailler un certain nombre d'ingrédients qui sont d'ailleurs pas les mêmes pour tout le monde,
Mais une fois qu'on a identifié ces ingrédients, ces composantes de son bien-être de vie ou de travail, et ben ce bonheur-là, il apparaît tout seul. Et là, c'est un bonheur de le constater et surtout de le partager. Mmh. Et alors, tu parlais beaucoup de lien social tout à l'heure. Pour toi, c'est l'une des bases, c'est le premier levier finalement, favoriser des relations harmonieuses dans son travail pour se sentir bien dans son travail? Ah, j'en suis intimement convaincu, oui. Par la théorie déjà, quelque part par la science, parce qu'il y a bon nombre d'ingrédients, d'études scientifiques qui ont été faites et qui prouvent que c'est une donnée déterminante, mais aussi par mon expérience de vie et puis par le fait que de toute façon, toutes les définitions qu'on donne ou qu'on peut donner les uns les autres, elles évoluent dans le temps. Euh, J'imagine que pour toi, c'est pareil que pour moi, et puis que ce sera pareil pour chacun et chacune des auditeurs, des auditrices qui écouteront ce podcast. Ma définition de mon équilibre de vie ou de mon bien-être ou de mon bonheur aujourd'hui, c'est pas exactement la même qu'il y a 10 ans. Et je me plais à imaginer que dans 10 ans, eh ben, elle sera encore plus riche et plus belle que celle que j'ai le plaisir de partager aujourd'hui. Donc c'est évolutif tout ça. Tu as des secrets, toi, particuliers pour du coup favoriser plus de liens sociaux entre les gens, favoriser des relations harmonieuses, faire en sorte que finalement chacun s'épanouisse parce qu'il y a un degré à la fois individuel et collectif qui est important. Donc le collectif est vraiment important, effectivement, mais l'épanouissement, est-ce que ça passe pas d'abord par un épanouissement individuel avant de tisser des liens sociaux forts dans son travail? J'entends bien ce que tu me demandes. Alors oui, on a tous quelques trucs et des bonnes pratiques ou des techniques à partager dans le cadre de nos interventions en atelier ou en conférence. On donne quelques outils, quelques perspectives qui permettent de tendre à ça. Mais ce que je crois aussi et surtout, c'est que on y parvient quand on a cet équilibre en fait entre quand on est aligné entre ce que l'on est et ce que l'on fait. Et bien sûr qu'on est en droit de demander à nos entreprises, à nos employeurs, à nos organisations de mettre en place des démarches collectives, de mettre en place des plans d'action bien-être au travail pour que tout le monde soit mieux dans son boulot. Mais être aligné entre ce que l'on est et ce que l'on fait, c'est aussi le fruit d'une démarche individuelle. Ce qui veut dire que on peut attendre des organisations qu'elles mettent en place des programmes d'action, mais on a aussi, chacune et chacun, un cheminement à avoir, une prise de conscience, un développement personnel, ça s'appelle comme ça. Et c'est certainement le fruit des deux, d'une démarche collective mise en place par l'entreprise et le fruit d'une démarche individuelle qui permet à un moment donné de trouver cet équilibre idéal pour chacune et pour chacun, pour être vraiment justement bien aligné entre ce que l'on est vraiment fondamentalement au fond de soi et ce que l'on fait dans son quotidien. Et quand on se rend compte que c'est pas du tout ça, faut avoir l'audace, le courage de changer d'environnement de vie ou de travail. Moi, je suis pour favoriser les appétences, comme on dit, ce pour quoi on a de l'appétit, favoriser les talents, favoriser les forces. On a tous des forces, on a tous des qualités, et si on peut les exprimer dans le cadre de son travail, eh ben on est drôlement mieux déjà avec soi-même. Donc si on est mieux avec soi-même, on est drôlement mieux avec les autres, et les autres le sentent, le ressentent, le partagent. Donc tout ça c'est réciproque, et on revient à ce qu'on disait au départ, cette notion de relations humaines qui est à mon sens effectivement le pilier numéro 1. Alors, je pense que tous les deux, on partage aussi cette conviction que finalement, chaque individu est acteur de son propre bien-être au travail. C'est d'ailleurs à partir de ça que tu as écrit ton livre Tous gagnants, c'est ça, c'est devenir acteur du bien-être au travail. Qu'est-ce qui t'avait donné envie d'écrire cet ouvrage? En fait, j'ai eu la chance de pouvoir organiser dans mes activités professionnelles des réunions sur le thème du bien-être au travail. On a fait la première en 2012. À l'époque où on en parlait très très peu et où on avait l'impression un peu d'être des pionniers sans savoir, oui, presque des utopistes, mais sans en être sûr, mais en pressentant que ça allait devenir quelque chose d'important. Alors aujourd'hui, démonstration est faite, il n'y a plus un journal télévisé sans qu'il y ait un reportage sur
sur le bien-être que l'on formate un petit peu trop d'ailleurs. Ça, c'est un autre débat, mais il faut peut-être qu'on revienne aux fondamentaux du bien-être, et donc à l'homme dans le travail et non pas à des gadgets tels que le baby-foot symboliquement. J'ai rien contre les baby-foot, mais c'est pas avec une partie de baby-foot ou un petit massage que l'on redonne du sens au travail. Mais pour revenir à ta question, j'ai donc eu la possibilité d'organiser des événements sur cette thématique-là et de faire venir dans le sud-ouest, à Agen précisément, puis ensuite à Toulouse et à Bordeaux, les plus grands, les meilleurs intervenants sur ces thématiques-là. Et à force de les accueillir et d'animer, de les relancer, ces gens-là, dans leurs exposés, j'ai eu la chance de profiter de beaux témoignages, de belles perspectives. Donc le sujet m'a plus qu'intéressé, m'a presque dévoré, j'allais dire. Et je me suis rendu compte qu'à force de prendre des notes, je bénéficiais en fait d'une sorte de capital qui était le fruit des expériences et des témoignages apportés par les uns et par les autres. Donc j'ai eu besoin, ça devait être une sorte de thérapie personnelle à un moment donné. J'ai eu besoin de me poser et de mettre tous ces petits morceaux de puzzle qui partaient un petit peu dans tous les sens, de les classer, de les lister et puis de rendre ça à peu près cohérent. Et donc j'ai appelé ça tous gagnants parce qu'effectivement on est tous gagnants quand on prend le temps de se poser de bonnes questions toutes simples, qui est pourquoi on fait ce boulot-là, comment on le fait, qu'est-ce que l'on pourrait faire de mieux, qu'est-ce que l'on fait déjà très très bien et que l'on pourrait faire encore mieux. Bref, prendre le temps de s'écouter les uns les autres et de s'écouter soi pour organiser un petit peu mieux son travail et parvenir à de meilleurs résultats. Donc ce bouquin-là ne fait que recenser en fait des bonnes pratiques que je n'ai pas inventées, mais qui ont été mises en œuvre dans des entreprises, dans des collectivités locales, dans des associations, et qui fonctionnent absolument. Et mon plaisir à moi, c'était de demander non pas uniquement les recettes, les raisons des réussites, parce que faire venir des gens pour témoigner de ce qui marche bien, c'est assez facile. C'est plus compliqué de faire venir des gens qui acceptent, et je leur suis encore reconnaissant, qui acceptent d'évoquer aussi leurs échecs ou les freins qu'ils ont rencontrés ou les limites du bien-être au travail, parce que c'est pas une science exacte. C'est pas parfait, et puis une bonne pratique qui marche chez Pierre, on peut pas la transposer comme ça chez Jacques ou chez Paul. Ça marche pas à tous les coups, parce que ça dépend de la taille, de la structure, ça dépend de la culture, ça dépend du type d'activité. Donc c'est vraiment du sur-mesure. C'est ce qui fait le charme d'ailleurs de cette. Non, ce serait trop simple. Et puis ce serait pas intéressant comme ça l'est. La preuve, c'est que ça te passionne aussi, Julie. Ouais, non, mais complètement. Mais en plus, moi, j'aime beaucoup ta vision de dire que c'est tous gagnants parce que souvent on parle du bien-être au travail, soit pour des bénéfices exclusifs aux salariés ou à l'entreprise, mais en fait, c'est vraiment quand tu mets en place une démarche de bien-être au travail dans une organisation, ça va être profitable non seulement aux salariés parce qu'ils vont se sentir plus impliqués, mieux dans ce qu'ils font, etc., mais ça profitera aussi à la performance et finalement à la croissance de l'entreprise. Et c'est vrai que cette notion de gagnant-gagnant, finalement, elle est hyper importante sur cette démarche de bien-être au travail. Tu as tout à fait raison. Tout le monde s'y retrouve. Et puis, l'environnement de l'organisation s'y retrouve aussi. Si les salariés sont mieux dans leur peau et dans leur travail, s'ils se sentent reconnus, ils ont effectivement de meilleurs résultats. Là, il n'y a plus besoin de l'expliquer. C'est assez prouvé, assez démontré. Mais ce sera bon aussi pour les familles des salariés, parce que des salariés qui vont bien dans leur boulot, ils vont en général un peu mieux dans leur vie personnelle. Ils vont avoir un peu plus de temps parce qu'ils seront moins la tête complètement prise dans leur boulot tout le temps, donc ils seront un peu plus disponibles pour des activités associatives, par exemple. Et donc la société, l'environnement de nos employeurs va en profiter aussi. Et si on vit tous dans une société où les gens s'écoutent un peu mieux, un peu plus, font un peu plus attention les uns aux autres, etc., alors la société tout entière va en profiter. Moi, je crois vraiment que cette évolution de la société générale sur le bien-être au travail, elle va profiter à la société tout entière. Et si on est tous mieux dans notre peau, on sera plus poli et attentif aux gens qu'on va croiser dans la rue ou dans le métro. Et donc la société sera plus souriante, plus attentive à ces notions, à ces dimensions humaines que l'on évoque ensemble.
Et du coup, tu as lancé ces journées professionnelles du bien-être au travail, tu me disais en 2012. Aujourd'hui, on est en 2019. Alors, bon, forcément, il y a eu une évolution des mentalités puisque c'est vrai qu'en 2012, on parlait pas autant de ce sujet de la qualité de vie au travail, mais ta vision à toi aujourd'hui de la maturité des entreprises par rapport à ce sujet, c'est quoi? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a beaucoup de vulgarisation encore qui est nécessaire ou quand même les entreprises sont de plus en plus ouvertes et à l'écoute sur le sujet de l'épanouissement de chacun dans l'entreprise? Je crois que tout le monde est de plus en plus à l'écoute, et puis c'est assez incontournable parce que les médias s'en occupent. Ouais. Par contre, Mais pas forcément de la bonne manière, c'est ça, les médias voilà, oui. ont une image qui est pas forcément vraiment la bonne non plus par rapport au bien-être au travail, avec, comme tu disais, les baby-foot, etc., qui sont pas forcément des solutions de fond à la qualité de vie au travail, mais... Et puis cet élan du happy bashing qui remet tout en question. Alors, bien évidemment que toute évolution sensible de la société, elle se fait par des périodes de doute et de débat. Donc on est en plein dedans. C'est certainement nécessaire, mais il va falloir que tout doucement il y ait une sorte de tri qui se fasse entre ce qui contribue vraiment à notre bien-être à tous, chacun le sien et donc quelque part notre bien-être à tous, et puis toutes ces activités pas inutiles, hein, surtout pas inutiles. Moi, j'ai pas de jugement de valeur définitif là-dessus, mais on va dire un peu accessoires, qui, sous prétexte de bonheur ou de bien-être au travail, nous proposent des activités qui nous détendent ici un quart d'heure, ici une demi-heure, ici une heure. C'est bien, ça fait du bien, à l'image du petit massage des épaules. Et j'ai rien contre les masseurs, encore moins contre les masseuses, bien évidemment, mais ça fait du bien quelques minutes ou quelques heures. Allez, je veux bien quelques jours, mais ça ne transforme pas ni la qualité des relations, ni la qualité de ma bonne compréhension de mon travail, ni la bonne adéquation qu'il faut entre le sens que je veux donner à ma vie et ce que je fais dans mon boulot au quotidien. Donc le bien-être au travail va revenir dans les mois et années qui viennent, j'espère, et puis plus vite ce sera, mieux ce sera. Mais il faut que toi, par exemple, tu fais partie de celles qui communiquent, qui démocratisent le bien-être au travail et la vocation de CHO. Et il faut qu'on se recentre tous sur les fondamentaux du travail, le contenu du travail, et pas ce qui est accessoire autour. C'est bienvenu aussi. Alors, moi, j'aime bien la formulation de Patch. En tant qu'ancien fumeur, je peux en parler. Quand on va arrêter de fumer, bien sûr que les patchs ou les gommes à mâcher, ça rend service et ça aide concrètement. C'est tangible, mais on arrive vraiment à arrêter de fumer quand on a la volonté. Et uniquement avec la volonté, uniquement avec le sens, quand on l'a vraiment décidé. Et donc le bien-être au travail, il est aujourd'hui vraiment en œuvre dans les entreprises qui ont décidé de le faire et qui y mettent du temps et des moyens. Pas chez celles qui ne font qu'un petit peu de com avec quelques petits massages et un baby-foot. Mais ce résumé-là, on le connaît tous maintenant. Ouais. Non, mais c'est un bon rappel, ouais. Tu fais bien d'en parler. Par rapport à ce métier de CHO, qu'est-ce que tu en penses, toi, dans les entreprises? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est un métier qui est fait pour durer ou plus une transition vers autre chose? Quelle est ta vision du Chief Happiness Officer? Moi, j'aime bien la formule parce qu'elle est franco. Être responsable du bonheur, qui peut rêver d'une plus belle fonction ou d'un plus beau sens à son quotidien. Aller au boulot le matin pour faire que les autres aillent mieux dans leur boulot, il n'y a pas plus belle vocation. Donc, je trouve ça génial. Il y a un risque, bien évidemment, c'est que c'est comme si on disait que dans les grandes entreprises, le responsable de la sécurité était responsable tout seul de la sécurité. Maintenant, il faut que chacun des ouvriers soit attentif à ses chaussures de sécurité, à son système d'accrochage, enfin bref, à tout ce qui est lié à la sécurité. Donc c'est la problématique de tout le monde. Bien sûr qu'il faut un pilote. Ouais. Je ne sais pas si le pilote doit être que le CHO. Je pense même pouvoir affirmer, et puis il y en a qui sont plus crédibles que moi pour affirmer que c'est d'abord la direction qui doit être exemplaire. On balaye un escalier par la première marche, hein, et donc il faut que la marche du haut soit propre aussi.
Et quelque part, moi, je pense qu'il faut qu'on devienne tous CHO. Je crois aussi qu'il y a plein de gens qui sont CHO, chacun à leur niveau, mais qui ne, c'est pas qu'ils le savent pas, c'est qu'on ne le dit pas, mais il y a plein de gens dans leur environnement professionnel qui sont attentifs à leurs collègues, qui ont déjà des petits réflexes au quotidien, qui font que la vie est plus agréable autour d'eux, avec eux et grâce à eux. Mais on les appelle pas CHO. Ouais, et pourvu qu'un jour on soit tous CHO quelque part. Ouais. Comme on sera tous attentifs à l'aspect sécurité, c'est-à-dire que cette remise en avant des fondamentaux, des bonnes relations et encore une fois des liens qui sont plus importants que les biens, surtout que quand on donne de l'importance aux liens, les biens ils finissent par arriver, la démonstration est faite. Les entreprises c'est la fameuse symétrie des attentions. Oui. Je ne sais pas si vous avez évoqué ça déjà dans un de tes podcasts précédents. Non, alors moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement, mais si tu peux nous en dire 2 mots pour expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, oui, mais c'est un sujet qui est très intéressant. La symétrie des attentions. La symétrie des attentions, on a suffisamment aujourd'hui de recul sur des études qui ont été faites, notamment auprès d'entreprises qui ont des programmes d'action bien-être au travail. On a suffisamment de recul et d'études universitaires solides pour affirmer que la qualité des relations entre une entreprise et ses clients est symétrique, est égale et proportionnelle à la qualité des relations qu'elle a avec ses employés. Si elle fait attention à ses employés, en faisant attention à ses employés, elle fait attention à ses clients. Et donc il y a un parallèle. Pour les clients, l'entreprise, c'est qui? C'est pas le PDG ou les gens qui sont dans les bureaux du siège social. Pour n'importe quel client, l'entreprise, c'est l'interlocuteur qui est en face de lui. Et donc, la qualité des relations qu'aura nourri cette entreprise avec ce salarié va déterminer et enclencher la qualité des relations que moi, client, je vais avoir avec cette personne-là, qui à mes yeux est l'entreprise. Donc cette symétrie des attentions, elle est prouvée et elle fonctionne. C'est Richard Branson, je crois, qui disait que si vous faites attention à vos salariés, alors vos salariés feront attention à votre entreprise. Ah mais tu m'as enlevé les mots de la bouche. C'est l'adage que j'allais. C'est vrai. Ouais. Super. Tu vois, on arrive à la même conclusion. Ouais. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus simplement des idées ou des vœux pieux lancés comme ça à la hussarde. C'est que comme la thématique intéresse beaucoup de gens maintenant, il y a des études sérieuses qui sont faites et qui prouvent ça. Donc, puisque ça fonctionne chez les autres, autant s'en inspirer puis le mettre en pratique dans nos entreprises. Moi, c'est ce que je m'efforce d'expliquer aux entreprises que j'accompagne. On ne met pas en place de grosses révolutions des pratiques dans l'entreprise. On en sélectionne 2 ou 3. On prend le temps de les mettre en œuvre sur 6 mois ou 1 an. On met en place des indicateurs parce qu'il faut mesurer les effets des actions que l'on met en place ou des bonnes pratiques que l'on met en place. Et puis derrière, ça donne des résultats. Et quand on a ce retour-là, alors on est tous gagnants. Les salariés, les clients, le chef d'entreprise, et puis nous aussi. C'est ça qui est agréable dans ce que l'on vit. Quel conseil tu pourrais donner justement à ceux qui nous écoutent et qui aimeraient commencer à mettre en place des actions en faveur du bien-être au travail dans leur organisation? Du coup, tu parles de mettre en place 2-3 pratiques et de mesurer, ça c'est super intéressant. Mais est-ce que toi tu conseilles comment tu fais pour choisir les pratiques à mettre en œuvre? Est-ce que tu pars d'un diagnostic? Est-ce qu'il faut poser la question en interne des attentes, des besoins de chacun? Comment on commence selon toi? Oui, les deux. Alors bien sûr, ça part. On démarre obligatoirement par une phase d'observation et d'analyse de la situation. Donc moi j'appelle ça prendre la photo. On fait un diagnostic et on regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors ça peut se faire sous forme de questionnaire quand on a affaire à des entreprises où il y a beaucoup de salariés, plutôt un entretien individuel sur des petites structures. Et puis il y a une phrase très simpliste qui a été donnée un jour par un intervenant. Et que je reprends à chaque fois et qui est lorsqu'un manager ne sait pas dans quel sens prendre la question du bien-être au travail, il n'a qu'à demander à ses salariés, eux, ils sauront, point d'exclamation. Oui. Donc, finalement, c'est tellement ça. Et c'est tellement simple en même temps, quand tu y penses. Ouais. C'est bien sûr, alors on va pas régler l'histoire de je voudrais un écran plus grand à mon ordinateur ou ce serait bien que tel outil soit accroché différemment. Ça c'est du pratique, du concret et qui fait partie de la vie de tous les jours. Mais
par un travail un petit peu plus approfondi, on va identifier des habitudes de travail ensemble, on va identifier des dits ou des non-dits, on va identifier des caractéristiques ou plutôt des compétences identifiées, que l'on va identifier chez des salariés qui sont absolument méconnus parce que le salarié, il fait le boulot qu'on lui a demandé, il a un contrat de travail qui lui dit qu'il travaille sous l'autorité d'eux et qu'il doit remplir telle mission. Par contre, il a en lui des forces, des compétences, des choses à dire, il a des talents que l'on ne connaît pas dans le monde de l'entreprise, et le fait de les identifier et de les révéler aux collègues et aux collaborateurs, ça change complètement les relations dans une entreprise, et les gens se sentent mieux parce qu'ils se sentent reconnus, pas uniquement pour ce qu'ils font dans le cadre de leur travail réglementaire, mais ils se sentent reconnus pour ce qu'ils sont. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, ils peuvent être alignés, mieux alignés entre ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Tout est encore, là, une fois, une question de regard que l'on a et de ressenti que l'on a sur son boulot, mais aussi sur ses collègues. Ah, c'est super intéressant. Et est-ce que tu penses qu'il y a des entreprises qui sont plus ouvertes à ce sujet que d'autres, enfin, selon les secteurs d'activité, la taille de l'entreprise, ou tu penses qu'il y a lieu de travailler sur le bien-être au travail dans tout type de structure? Il y a des entreprises où il n'y a rien à faire parce qu'ils en font déjà depuis longtemps. Ils en font de façon naturelle. Ils appellent d'ailleurs pas ça bien-être au travail parce qu'ils en font sans savoir que c'est du bien-être au travail, puisque pour eux c'est tellement logique d'être bien et d'avoir envie d'aller au boulot le matin. D'ailleurs, en général, ceux-là se posent même pas la question de savoir s'ils ont envie ou s'ils sont heureux ou pas, parce qu'ils sont bien. Et en général, c'est des gens qui ont choisi leur vie. Hein. En général, c'est des gens qui ou ont créé leur entreprise, ou ont eu 1, 2, 3, 4 activités professionnelles et ont trouvé le cadre et la mission qui leur convient. Pour ceux qui n'ont pas pu l'identifier, et c'est pas obligatoirement facile à identifier, il faut prendre un petit peu de temps, et souvent ça se résume à se poser, s'arrêter, et puis se demander. Alors il y a une grille qui existe, je sais plus comment elle s'appelle, peut-être tu vas savoir la nommer, une grille de lecture qui permet sur 4 cases entre 2 axes, qui est entre ce que l'on sait faire et ce que l'on aime faire. Ah, c'est Ikigai, non? C'est pas. Oui, c'est dans le trouver sa Ikigai, mission de vie, non? Ouais. Alors, mais par rapport aux tâches que l'on a à remplir dans son quotidien, il y a les choses que l'on aime faire, celles que l'on n'aime pas faire. Il y a celles que l'on n'aime pas faire, mais que l'on fait de bonne grâce parce qu'on sait que c'est nécessaire. Il y a aussi celles que l'on fait très bien, mais ça fait 20 ans qu'on les fait très bien, et notre responsable au N+1 continue à nous demander de les faire, justement parce qu'on les fait bien. Mais tant qu'on n'osera pas lui dire qu'on en a un peu marre et qu'on aimerait faire autre chose, ça va pas changer. Et c'est là où on risque de rentrer dans des spirales d'usure et de déception, quoi. Hein. Donc ça passe en fait d'abord par ce que tu appelais tout à l'heure ce diagnostic, cette phase où on se pose et où on regarde ce qui se passe et où on se dit qu'est-ce que j'aime faire, quels sont mes talents, quelles sont mes forces, vers quoi j'ai envie d'aller. Et puis ça, il faut être en mesure de l'exprimer. Donc, il faut que son N+1, il faut que l'entreprise accepte l'idée de consacrer une petite partie du temps de travail à l'expression de ce qui est bien dans l'entreprise, les points forts, mais aussi de ce qu'on aimerait changer, les points faibles. Et si on est capable de l'exprimer, si on peut l'exprimer, si on crée un environnement dans l'entreprise qui permet à chacun de l'exprimer, alors les gens vont se sentir mieux et ils vont être plus efficaces, plus opérationnels, l'entreprise aura un meilleur résultat, tout ça on le connaît par cœur, mais ça demande cet effort qui est difficile au quotidien parce que démarrer la semaine en disant on va d'abord prendre 1 heure pour s'occuper de nous, c'est pas dans notre nature. Le lundi matin en général, il faut remettre la tête dans les objectifs et satisfaire les objectifs de la semaine. Or là, nous on est en train de dire la priorité c'est de se poser et de faire le bilan de la semaine précédente, de se dire ce qu'on peut changer pour que ça aille mieux. Donc ça va un peu contre nature professionnelle. Par contre, ça va vachement avec la nature humaine. Et ce qui fait qu'après, finalement, on est plus productif dans son travail. Et puis, c'est vrai que moi, souvent, on me demande, je parlais tout à l'heure de recettes magiques, et des fois, on me demande, mais c'est quoi les bonnes pratiques qui fonctionnent le mieux pour travailler sur l'épanouissement au travail? Et déjà, je pense que c'est hyper important d'apprendre à non pas se focaliser sur toutes les choses qui vont pas bien, mais plutôt apprendre à se concentrer davantage sur les choses positives, parce qu'il y en a forcément aussi dans son travail, quelle qu'elle soit. Et finalement, apprécier son job en se disant que, il y
y a des tâches, comme tu parlais de différentes tâches tout à l'heure, il y a des tâches qu'on va adorer faire, qu'on va aimer faire, où on va être totalement dans le flow. Et il y a d'autres tâches qu'on aimera moins, mais c'est aussi se dire peut-être ces tâches-là, j'aime moins les faire, mais comment je pourrais me challenger en quand même y apportant du sens, en se disant j'aime pas trop les faire, mais je peux quand même arriver à y trouver du sens et me sentir quand même impliquée dans ce que je fais. Oui, absolument. Enfin, c'est le boulot du manager de donner le sens. Ouais. Tu penses que c'est le boulot du manager exclusivement? Non, pas exclusivement. Dans tous les cas, ça fait partie de ses priorités. Oui. Alors, c'est un peu cliché de dire que le manager n'est plus là pour contrôler le travail des uns et des autres, mais plutôt justement pour rappeler le sens de ce que l'on fait. Oui, je pense que c'est le boulot du manager de réactiver régulièrement les objectifs qu'on s'est fixés en début de mois ou en début d'année, et de rappeler le sens de ce que l'on fait. Oui, c'est le boulot du manager. Alors c'est vachement bien si chacun est capable de le faire lui-même. C'est l'histoire des casseurs de cailloux sur le chemin de la cathédrale. Celui qui a le sentiment de casser des cailloux est en opposition à celui qui sait qu'il taille des pierres pour une cathédrale. Donc, mais quand on a le burin et le marteau dans les mains toute la journée, c'est parfois difficile de se rappeler tout seul du sens de ce que l'on fait. Donc oui, je pense que c'est le boulot du manager de le faire, et c'est le boulot du manager aussi et surtout de permettre à chacun d'exprimer quand certains jours, parce que ça c'est normal, ça arrive à tout le monde, quand certains jours on sent un petit peu moins la cathédrale se construire et qu'on a le sentiment effectivement de casser des cailloux. Ce jour-là, la notion d'entraide et donc encore une fois de qualité de relation humaine rentre en ligne de compte. C'est super intéressant. Alors on arrive presque au bout du podcast, Gilles. Je vais te proposer en fait un petit exercice pour terminer l'épisode, si tu veux bien te prêter au jeu. En fait, je vais te poser des questions un petit peu en mode rafale et l'idée c'est que tu répondes avec le plus de spontanéité possible. Est-ce que tu es prêt? Je suis en pleine confiance avec toi, Julie. Puis ça va m'obliger à être un petit peu moins bavard et ça sera très bien. Alors, quelle est la première chose que tu fais en commençant ta journée de travail le matin? Je regarde s'il y a du soleil dehors et 9 fois sur 10, je me réjouis parce que j'habite dans le sud-ouest, donc il fait souvent très très beau. Chouette. Est-ce que tu es plutôt open space pour travailler ou bureau fermé? Il faut les deux. Il faut être en contact avec les autres, mais il faut aussi parfois s'enfermer. Qu'est-ce qui t'embête le plus dans une journée de travail? Ce qui m'embêtait peut-être dans mes activités précédentes, c'était quelque part la priorité aux résultats, aux ratios et aux chiffres. Mais dans la vie qui est la mienne depuis 1 an et demi, et qui est d'accompagner et d'acculturer les gens au bien-être au travail, ou à la qualité de vie au travail, rien ne m'ennuie, tout me réjouit. J'ai beaucoup de chance. Et alors justement, qu'est-ce qui t'inspire le plus dans ces journées de travail que tu as? Quand quelqu'un vient te dire qu'il a eu un déclic après une rencontre, une présentation ou une session de formation, et que quelques semaines ou quelques mois après, il vient t'exprimer que quelque chose a changé dans sa vie. Et ça, c'est la plus belle des récompenses que j'avais jamais eues, quoi. Selon les personnes qui t'entourent dans ton travail, quelle serait ta principale qualité au travail? Il doit y avoir cette notion d'énergie et puis parfois peut-être un petit peu d'humour qui accompagne mes présentations ou les relations que j'aime bien avoir avec les gens. Et selon toi, ton plus gros défaut? Il paraît que je suis tellement passionné que je suis beaucoup trop bavard. Ça, je vous laisse en juger, mademoiselle Julie. Et dernière question, quelle est la dernière chose que tu fais en finissant ta journée de travail? C'est ça. J'ai un petit exercice qui me fait drôlement de bien tous les jours. C'est de constater que j'ai fait tout ce qui était prévu dans ma journée. En général, ça s'est bien passé. Et quand ça s'est pas bien passé, ça permet de travailler pour que ça se passe mieux après d'après. Et donc d'apprécier que la journée s'est passée et est bouclée et bien bouclée. Et d'avoir une vision claire de ce que j'aurai le lendemain. Ce qui me permet, quand je claque l'ordinateur, ou quand je ferme la porte du bureau, vraiment d'être serein pour bien profiter de mes amis, de mes enfants, de la vie, quoi. Et d'être content d'y revenir le lendemain en étant prêt. Super. Est-ce que j'étais clair? Oui, c'était parfait. Bon, super. Alors, avant de nous quitter, Gilles, est-ce que tu as des actus à partager? Il y a des endroits où on peut te retrouver. Alors, je mettrai le lien de ton site internet qui est gilles-andré.fr.
où on peut te retrouver. C'est gentil. Ton guide 100 bonnes pratiques pour le bien-être au travail. Est-ce que tu as des actus à partager? Je ne sais pas, tu vas participer à des événements peut-être prochainement où les gens aimeraient absolument te rencontrer? Alors, j'organise une soirée du bien-être et de l'optimisme à Agen le 28 mai. Okay. Donc, pour tous les gens du Sud-Ouest que ça peut intéresser, Agen est quand même la ville au cœur du Sud-Ouest, donc on n'est pas très loin de tous ceux qui habitent dans la région. Ils seront les bienvenus. Sinon, plus sérieusement, je vais participer à la journée organisée par notre ami Stéphane Guéguen et à laquelle on espère te compter aussi parmi les participants, Julie. Oui. Aux journées du mieux vivre à Bordeaux au mois de juin. Et puis à celles et ceux qui me feront le plaisir de lire ce livre tout gagnant avec les bonnes pratiques pour le bien-être au travail, les remarques, les critiques, les commentaires et les idées de bonnes pratiques complémentaires seront les bienvenus, parce que on va faire une seconde édition. Je vais travailler là-dessus cet été pour le sortir à nouveau en septembre, encore enrichi de nouvelles bonnes pratiques et puis du recul que j'ai maintenant là-dessus sur ce premier ouvrage. Et les remarques, les commentaires des unes et des autres, des uns et des autres seront vraiment les bienvenus. Merci d'avance. Super. Bon, merci beaucoup Gilles pour cet entretien passionnant avec toi. En tout cas, moi, voilà, j'ai retenu comme sujet essentiel et qui a l'air de te tenir vraiment à cœur cette notion de lien social et de qualité des relations entre les gens dans le travail. Et c'est vrai que c'est quand même fondamental. Et puis remettre du sens dans tout ça, du plaisir. Et puis, en tout cas, merci beaucoup Gilles pour ton témoignage et ta vision de tout ce sujet. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Et je te souhaite plein de bien-être et pas qu'au travail. Merci beaucoup. Et pour tous ceux qui nous écoutent, merci pour votre écoute. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Génération Show. Salut! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter @JulieArtis ou sur Instagram avec le pseudo Génération Show. Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.